messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. L'opération de libération des espaces publics Procore dans la commune du Koufo, Azové, ville située à 150 km de Cotonou, en est un des principaux théâtres. Dimanche dernier, une partie du chargement d'un train de marchandises de la compagnie ferroviaire Bénérail SOCBN s'est renversé au quartier Vaudé à Cotonou. Vous suivrez dans cette édition un commentaire de la rédaction à propos. Et puis, le président des États-Unis propose une version modifiée de son décret sur l'immigration dans son pays. Le nouveau texte de loi empêche des ressortissants de 6 pays et non plus 7 d'entrer aux États-Unis. Bienvenue dans ce journal. Ce dimanche, s'émasse une partie du chargement d'un train de marchandises de la compagnie ferroviaire Bénérail SOCBN s'est renversé au quartier Vaudé à Cotonou. Je vous propose de suivre un commentaire de la rédaction de Eden Télévision sur cet incident qui a causé plusieurs dégâts matériels. D'importants dégâts matériels, des dizaines de casiers de boissons écrasés au sol. C'est la conséquence de l'incident au cours duquel une partie du chargement d'un train de marchandises de la compagnie ferroviaire bénino-nigérienne, l'ex-OCBN, s'est renversé ce dimanche 5 mars au quartier Vaudé de Cotonou. Fruit d'une erreur a priori humaine, l'incident intervient pourtant comme une piqûre de rappel d'un malaise profond qui traverse la société depuis bien des années. On se demande si chose pareille aurait pu se produire si la modernisation des rails et des trains, préconisée par le groupe Pétroline de l'opérateur économique Samuel de Souaouré, avait démarré conformément aux accords initiaux conclus entre ce dernier et les États du Niger et du Bénin. Cet accident serait donc une des conséquences lointaines des décisions irrationnelles de l'ancien régime du Bénin, dont celle qui a consisté en août 2015 a signé au profit du groupe Bolloré la concession du chemin de fer Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey au détriment du groupe Pétroline qui en était pourtant l'adjudicataire. L'incident de Vaudé n'a heureusement pas fait de victimes, mais il révèle l'urgence de régler la paralysie du secteur ferroviaire au Bénin au mieux des intérêts de l'État béninois. Par un jour ne passe pratiquement sans qu'on évoque l'opération de libération des espaces publics. Vous le savez, c'est une opération initiée par le gouvernement béninois et qui se déroule déjà dans les grandes villes du Bénin. Elle gagne progressivement les agglomérations de petite taille comme Azové, ville du département du Koufo située à 150 km environ de Cotonou. Là-bas, vous allez le voir, ce sont les habitants de la ville qui enlèvent spontanément les baraques et autres constructions qui se trouvent sur les espaces publics. Suivez ce reportage de Jonas Bouti. Les abords des voies se dégagent à petits pas dans le marché d'Azové. De gré ou de force, les propriétaires des boutiques et baraques les démolissent ou les déplacent. Ceux qui trouvent la justesse de cette exigence du gouvernement n'éprouvent aucune gêne à détruire leurs bâtiments qui causent des engorgements des voies. Et ce qu'ils sont en train de faire là, les gens vont dire que c'est mal aujourd'hui. Mais dans l'avenir, même si nous on ne profite pas, nos enfants vont profiter. Je sais que ça a bouffé une grande partie, mais c'est plus que titre foncier pour moi. Parce qu'une fois la voie publique est dégagée, le reste là, on ne va plus te gêner dans l'avenir. Tel que le déguerpissement se fait aujourd'hui, ceux qui auront le besoin de construire dans le futur sauront à quelle distance ériger leur bâtiment de la voie. Donc c'est une décision qui est à saluer et le gouvernement n'est qu'à encourager. Les commerçantes du marché d'Azové ne s'opposent pas à l'opération. Toutefois, elles déplorent le fait que les autorités ne s'empressent pas pour leur trouver d'autres places. Le déguerpissement n'est pas une mauvaise chose, si ce n'est que pour libérer les abords des voies
C'est à saluer. Seulement qu'on ne nous a pas trouvé d'autres places. Nous sommes obligés de ranger nos marchandises à la maison. Ça nous gêne un peu. Si on peut nous trouver d'autres places, ce serait bon. Quand nous étions au bord des voies, ils nous prenaient de l'argent. Maintenant qu'ils décident de nous déplacer, ils devraient nous trouver d'autres places. Ce qui n'est pas le cas. Nous sommes allés à maintes reprises voir le maire, mais jusque-là, rien n'est fait. À notre grande surprise, c'est un gongonneur qui nous informe que si nous ne déplaçons pas nos baraques, au plus tard ce jour à midi, des gradaires viendront les démolir. D'après le chef d'arrondissement d'Azover, ces commerçants ne devraient prétester du retard de leur relogement pour s'opposer au déguerpissement. En réalité, nous avons un nouveau marché et on a demandé aux bonnes dames de s'inscrire. Elles se sont inscrites et il reste la répartition. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, la répartition sera faite. Mais on leur a déjà demandé d'enlever et déposer ça à des endroits propices avant qu'on leur octroie leur place. Alors que ces femmes se plaignent des conséquences du déguerpissement sur leurs activités, elles devront débourser 50 000 francs pour se faire reloger. Oui, bon, en réalité, c'est ça, c'est le conseil qui en a décidé. Pour avoir une place, il faut payer 50 000. Ça, c'est le conseil communal. Ça ne vient pas d'une seule personne. C'est une décision du conseil. Tandis que le déguerpissement fait pleurer certains commerçants pour la chute de leur chiffre d'affaires, ça marche pour les menuisiers, les maçons et d'autres tâcherons qui s'en mettent pleines les poches en ces temps qui courent. Comme quoi, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. C'est un jour qui va peut-être faire date. Il s'agit du 25 février dernier. Ce jour, le Maroc matérialisait sa volonté d'intégrer la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après son retour au sein de l'Union africaine UA, c'est un autre regroupement économique qui intéresse le royaume chérifien. Pourquoi le Maroc veut-il intégrer la CEDEAO? Quelle est sa faisabilité? Question pour Frégis Servan et Frégis aussi. Le Maroc, pays de l'Afrique du Nord, peut-il intégrer la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO? Sur le plan juridique, les experts sont unanimes sur la faisabilité. Si nous restons cantonnés au traité révisé de la CEDEAO, l'article 2, paragraphe 2, prévoit que est membre de la communauté tout État qui ratifie le traité. Donc, si l'État marocain, le royaume chérifien, ratifie le traité, cela voudra dire que les États ont été d'accord, donc ils ont unanimement accepté l'intégration d'un nouveau membre, ce qui ne devrait pas poser problème. Quant à l'intégration géographique, elle est objet de débat. La demande d'intégration du Maroc pose le problème de la délimitation physique là, parce que le Maroc est au nord-ouest de l'Afrique. Donc il y a ce problème-là qu'il faut voir. Il faut d'abord leur entrer au sein de l'Union africaine. Et ça valide leur présence géographique dans un contexte où on a dit qu'on faisait des communautés économiques régionales avec donc finalement le Maroc qui dans sa partie Sahara occidentale descend dans la partie Afrique de l'Ouest. Observateur de longue date de la CEDEAO, on se demande bien pourquoi le Maroc souhaite en devenir désormais un membre. Parce que plus de 65% des exportations du Maroc se retrouvent en Afrique de l'Ouest. Donc du coup, sur le plan économique, stratégique et politique, il est important de pouvoir accéder au marché CEDEAO, marché de plus de 320 millions d'âmes. Mais le Maroc peut-il facilement intégrer la CEDEAO? Les banques marocaines sont de partout. Et vous voyez que le Maroc intervient dans nos États dans plusieurs domaines. Le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, c'est autant de projets. Dans les années qui viennent, les constructions d'automobiles qui se font au Maroc, qui ont été acceptées, amèneront nécessairement les pays membres de la CEDEAO à se tourner plus vers le Maroc pour acheter l'automobile que de rechercher le marché européen. J'ai envie de dire que le Maroc a suffisamment de moyens de pression sur les États de l'Afrique de l'Ouest pour leur faire passer la pilule.
Une éventuelle intégration du Maroc au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va sans conteste entraîner un impact sur la vie de cette communauté. Le Maroc dans la CEDEAO, c'est certainement un leadership qui devient plus partagé avec le Nigeria, plus partagé avec la Côte d'Ivoire. Peut-être un ascendant qui va s'affirmer. L'intégration du Maroc fera rompre la continuité territoriale de la CEDEAO. Mais de toutes les façons, le processus d'intégration est un processus qui altère à la fois l'économie et la politique, voire le culturel. Et donc, à partir de ce moment, on va considérer que ça ne peut apporter que des avantages pour le peuple, ou en tout cas pour l'économie, donc pas avoir de conséquences le développement des États. Le cacao de la Côte d'Ivoire va trouver un nouveau marché. Et donc ça, pour nous, c'est important. Notre coton va trouver un nouveau marché libre. Les gens peuvent, en ayant en tête d'aller en Europe, aller directement au Maroc et forcer le passage vers l'Europe. Autre conséquence possible, l'impact culturel inhérent à l'intégration du Maroc à la CEDEAO. Le gouvernement envisage la construction prochaine d'une liaison autoroutière entre le carrefour Semin et Porte-Novo. Ceci n'est qu'à l'étape de projet, mais la construction imminente de cette voie suscite déjà des réactions comme celle-ci qui cache à peine la joie des Béninois. Quand on prend ce pont-là, moi j'ai toujours peur qu'un jour ça peut vous faire, vous savez ce que je veux dire. Donc ce qui est bon, c'est ça qu'il est en train de faire. S'il peut penser et faire en même temps, ça c'est bien. Parce que le pont là même, vous voyez la largeur, ce qui se passe comme accident là, même ce qui s'est passé en temps, moi il ne me rappelle pas de date quand même. Un des bus là avait fait tout là dans le temps. Donc maintenant, s'il a pensé changer et construire encore un nouveau pont là, c'est bon. Évidemment, nous avons vu que c'est une très bonne chose et qui va faire vraiment développer le Bénin. Mais une chose est de dire, l'autre chose est de le réaliser ou donc de concrétiser. Si éventuellement que le gouvernement pouvait le faire tel qu'ils ont dit, vraiment le Bénin serait compté parmi les pays aussi, pourquoi pas avancer donc dans le monde. Donc ce serait une très bonne chose. Donc ça mes impressions quand même. C'est bien. Moi je suis pour ce pont. Ça va créer moins, ça va faire moins d'accidents, moins d'emboutements. On sait bien quand même. J'aime le gouvernement, j'aime et j'adore le gouvernement de Patrice Talon. C'est pour un Bénin émergent. Ce que Yaboy n'a pas pu faire, il va refaire notre pays. Mais il n'a qu'à diminuer un peu le volume de son gouvernement. L'actualité sur le continent à présent, Econ poursuit la réalisation de son projet d'électrification de l'Afrique. Ce dimanche, c'est un village gambien situé non loin de la capitale Banjul qui a bénéficié de l'éclairage public offert par l'artiste américain d'origine sénégalaise. De quoi faire le bonheur des bénéficiaires. On écoute. Il est maintenant temps pour nous de vraiment nous concentrer. Je pense que si on se concentre et qu'on se donne 10 ans de concentration, de développement et d'unité, je vous garantis qu'on va y arriver. Je pense que c'est une initiative qui tombe au bon moment. C'est un projet très important, quand sans électricité, il ne peut y avoir de développement. Donc c'est une solution très opportune et économique. Je suis très heureux qu'elle implique également la formation des jeunes et crée de l'emploi. C'est ce dont le pays a besoin. Drame en Zambie, une bousculade est survenue lors de la distribution de vivres organisée par une congrégation religieuse. Le bilan du drame est lourd. Suivez ce commentaire de Koneya Issé. Au moins 8 personnes ont été tuées et 28 blessées lundi en Zambie lors d'une gigantesque bousculade survenue pendant une distribution de nourriture organisée par une congrégation religieuse, a-t-on appris auprès de la police. L'incident s'est produit dans un quartier pauvre de la capitale Lusaka, dont 35 000 habitants avaient été invités par l'Église du Christ à retirer des paniers alimentaires. Nous vous demandons à tous de rentrer chez vous. Nous vous rappellerons quand nous serons bien organisés. Partez de façon ordonnée et ne courez pas. Vous savez ce qui s'est passé.
rentrez chez vous. La sécheresse récurrente qui frappe le pays depuis plusieurs saisons et plus récemment, une invasion de chenilles qui a détruit une partie de ses récoltes ont mis en péril la sécurité alimentaire de ce pays pauvre d'Afrique australe. Les prix des nourritures de base, notamment les farines de céréales, y ont fortement augmenté. La police a ordonné la suspension des opérations de distribution de nourriture après la bousculade, mais des centaines de personnes restaient présentes autour du bâtiment dans l'espoir qu'elles reprennent, a constaté un journaliste de l'agence France Presse. Nous avons reçu un rapport selon lequel 8 personnes sont mortes, 28 autres ont été blessées dans la bousculade dans le Centre olympique de développement de la jeunesse. Les victimes faisaient partie des 36 000 personnes invitées par le groupe Les Citizens à prier dans le Centre olympique de développement de la jeunesse. La Zambie est dirigée par Edgar Lungu. Depuis 2015, celui-ci a été réélu l'an dernier. Et puis le Zimbabwe appelle au secours. Le pays a besoin de l'aide internationale pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles qui le frappent depuis plusieurs semaines. Il faut dire que 246 personnes ont rendu l'âme dans des inondations qui touchent le Zimbabwe depuis décembre. Elles ont fait aussi 128 blessés, une situation préoccupante comme l'expliquent des habitants du pays. En tant que maire, nous avons la responsabilité de donner un coup de main à ceux qui ont été touchés. Il faut au moins s'assurer que leurs besoins de base, comme l'accès à des denrées alimentaires, soient comblés. Cette situation a été qualifiée de catastrophe nationale et donc toute personne pouvant apporter son aide doit être autorisée à venir ici et ce, sans aucun problème. Donc, nous avons été choqués. La rivière de Wai est sortie de son lit et a inondé les maisons et maintenant nous sommes à Sipepa où nous restons pour le moment. Le gouvernement nous a dit qu'il nous trouverait un endroit où nous pourrions nous installer sur un terrain plus élevé, mais nous voulons continuer à cultiver la terre ici car elle est plus fertile et les pâturages sont meilleurs. Pour quitter cet endroit, il faudra nous trouver une terre fertile. On adore cet endroit, le problème ce sont les inondations. Nous espérons que le gouvernement nous trouve un meilleur endroit. Nous voulons juste une terre pour notre bétail et nos cultures. Catastrophe naturelle encore, la Grande-Bretagne a été touchée par une tempête ce lundi matin. Zeus, du nom de ce phénomène naturel, a entraîné des chutes d'arbres et privé des milliers de foyers d'électricité. Écoutez. Chez moi, j'ai pas de dégâts, sauf qu'on n'a pas de courant. Et là, par contre, tout est tombé sur les fils, quoi. Et c'est pas fini parce qu'il y a du bois partout, donc évidemment, ça tombe. Et ça fait de la casse. Mais enfin, bon, il n'y a pas de blessés. C'est exceptionnel parce qu'au total, quand même, à 13h, on avait 190 000 clients de coupés. Et sur le Finistère, notamment 70 000. Donc le coup de vent qui a eu lieu ce matin très tôt a été assez incisif et important. Et donc maintenant nos équipes sont mobilisées bien sûr pour rétablir un maximum de personnes là pour ce soir. Pour des raisons de sécurité, bien sûr, on ne fait pas intervenir les équipes pendant le coup de vent, sauf éventuellement sur des interventions de sécurité qui sont quand même importantes par rapport à la population. Mais autrement, on n'interviendra pas sur les réseaux tant que la tempête ne s'est pas calmée. Et donc là, du coup, les travaux ont surtout commencé en début d'après-midi pour pouvoir faire les premières réparations donc sur le réseau. Donald Trump a signé un nouveau décret migratoire. Le président des États-Unis propose une version modifiée de l'ancien décret bloqué par la justice. Le nouveau texte de loi empêche des ressortissants de 6 pays et non plus 7 d'entrer aux États-Unis. Des responsables de l'administration Trump ont tenu une conférence de presse lundi à Washington pour donner des détails sur le nouveau décret. Je vous propose de les entendre. This executive order seeks to protect the American people as well. Ce décret cherche à protéger le peuple américain ainsi que les immigrants légaux en mettant en place un processus de vérification avancé pour les visiteurs de 6 pays. 3 de ces nations sont des soutiens d'État du terrorisme. Les 3 autres ont servi de refuge à des terroristes. Nous ne faisons pas la loi, mais nous prêtons serment pour la faire appliquer. Nous n'avons pas autre choix. Nous allons veiller de près à la faire appliquer de manière humaine, respectueuse et avec professionnalisme.
C'est une école toute particulière qui existe en Inde. Elle permet à des femmes de 60 ans pour les plus jeunes, 90 ans pour les plus âgées d'être alphabétisées. Pendant 2 heures par jour, elles accèdent à l'éducation qu'elles n'ont pas pu avoir lorsqu'elles étaient enfants. Reportage. 60 ans pour la plus jeune, 90 pour la plus âgée. Dans la campagne indienne, une école unique en son genre apprend à ces femmes à lire et à écrire. Je ne suis jamais allée à l'école quand j'étais petite. C'est génial de pouvoir maintenant étudier avec mes amis. Enfants, ces femmes ont dû rester à la maison ou travailler pendant que leurs frères allaient à l'école. Aujourd'hui, elles passent 2 heures par jour dans cette école pour mamie, comme on la surnomme ici. Avant, quand on allait à la banque, ils prenaient nos empreintes digitales. C'était gênant, on se sentait discriminé. Maintenant, je suis heureuse et fière de pouvoir signer de mon nom. L'initiative existe depuis 1 an. Située à 120 km de Bombay, l'école est financée par un organisme de bienfaisance locale. Objectif, changer les mentalités et inspirer d'autres villages. Même le choix des uniformes est symbolique. La plupart de ces grand-mères sont veuves et elles doivent porter du blanc pendant le deuil. On a voulu briser ce tabou, ainsi que d'autres traditions plus anciennes, pour que chaque personne se sente égale, se sente membre de la communauté, sans discrimination envers les pauvres. C'est pour ça qu'on a choisi le rose. Sortis d'école à la fin de la journée, pour les 29 élèves, il est temps de rentrer à la maison faire leurs devoirs, parfois avec l'aide des petits-enfants. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce sujet que prend fin cette édition. Merci pour l'attention et à demain.